Bien, je n'ai peut-être pas été assez conciliant dans mon approche, je le reconnais, après m'être revu rapidement ma réaction sur l'épisode 2. Je reconnais une fois de plus qu'une série ne se juge pas entièrement sur ses premiers épisodes, mais je maintiens ce que je pense par rapport à ça. L'accroche d'une série, d'une longue histoire est importante. Ce ne sera peut-être pas représentatif de la qualité de toute la série, mais c'est important d'avoir une bonne accroche pour agripper le spectateur, surtout à une époque où on a un peu l'embarras du choix en termes de divertissement, de séries, de films, de BD, etc. Et c'est pour moi un gros manque de ne pas savoir faire une bonne accroche. Et oui, les deux premiers épisodes sont une mauvaise accroche. Cela dit, j'ai pas encore vu vos réactions par rapport à l'épisode précédent. Et malgré ça, j'ai quand même envie personnellement d'aller un tout petit peu plus loin, d'essayer un petit peu plus de donner sa chance à cette série d'un point de vue personnel. Le reste dépendra un petit peu de vous pour voir si ça commence un peu à s'améliorer. Et non, pas vraiment, hein. Cet épisode 3 m'a pas convaincu que c'était une grande série, hein. Donc, ouais, je le dis tout de suite, comme ça c'est réglé, je me fierai vraiment à ce que vous direz dans les commentaires de cette vidéo et de la vidéo précédente pour décider si oui ou non je poursuivrai. Voilà, c'est important parce que d'un point de vue tout à fait personnel, c'est pas une série qui me plaît de voir particulièrement et pas une série qui me plaît de critiquer particulièrement. Personnellement. Mais si vous trouvez que ces critiques sont appréciables ou que vous êtes sûr que ça va s'améliorer au fur et à mesure et que ce sera plus sympathique à traiter, voilà, n'hésitez pas à le dire. Donc, maintenant que c'est dit. Alors, l'épisode commence. Alors, ça s'appelle comment ce machin-là? Je vais essayer, je vais retenir ce nom-là quand même, au moins, à Méridiane. Putain, j'écris comme une quiche. Méridiane, le monde parallèle, donc, où... Alors, c'est un truc que j'ai apprécié, ils reprennent ce qu'on avait vu dans l'épisode précédent avec le type qui travaille pour le méchant prince qui a laissé une clé à Caleb, et donc on enquête un peu là-dessus, et tout le monde pointe assez vite vers le gros mec bleu, enfin le résistant caché, quoi, et c'est un peu problématique parce que voilà, il avait une couverture, il pouvait être dans les grâces un petit peu du prince pour pouvoir l'attaquer de l'intérieur, agir de l'intérieur. Maintenant qu'il se fait repérer, ça va être plus compliqué. Donc, pendant ce temps-là, pendant qu'on l'accuse et qu'on fait des recherches, on voit rapidement Phobos, voilà c'est son nom si je me souviens bien, qui se transforme en homme serpent en faisant toujours des caisses. C'est son truc, hein, il fait ça. Et puis il se transforme en serpent. Tu pourrais pas faire ça de façon plus sobre? T'es obligé de gueuler. Est-ce que c'est une vraie douleur pour toi de passer de l'un à l'autre? À ce moment-là, pourquoi tu te contentes pas de rester dans une forme à ce moment-là? Ou alors c'est une obligation, t'es obligé de t'alterner parce que tu veux pas rester dans une forme trop longtemps. Je sais pas. C'est juste la façon qu'il a d'en faire des caisses, ça s'épuise vite. Hein. Je vous cache pas, au bout de 3 épisodes à le voir tout le temps faire ça, je me dis, c'est bon, j'ai compris. Vous allez pas faire ça à chaque fois quand même. C'est beaucoup plus saoulant que la transformation des filles parce que j'avais un peu peur que pour la transformation des filles on en fasse toujours des caisses avec les mêmes mouvements, les mêmes trucs. Ça a pas trop été fait pour l'instant, ça, on a essayé d'être un petit peu divers, des fois ça allait vite, des fois ça allait moins vite. Donc ça allait pour la transformation des filles, mais à chaque fois qu'il se transforme de serpent en mec ou de mec en serpent, le mec il en fait des caisses comme ça va être le petit truc habituel de chaque épisode apparemment, je sais pas. Donc c'est un détail, je m'excuse de m'étendre là-dessus. Et on repart donc dans notre monde à nous, où Caleb essaye de s'intégrer, enfin c'est plutôt Aileen qui essaye de faire en sorte qu'il s'intègre en lui confectionnant des tenues. C'est quelqu'un qui sait très bien tailler des vêtements, cette fille. Hein, c'est une vocation dans la vie pour elle apparemment, puisqu'elle lui a confectionné des vêtements assez vite. Je rappelle quand même que ça se passe peu de temps après l'épisode précédent. On voit à un moment donné la grand-mère qui arrive. « Oh Caleb, je te trouve très boulet dans cette tenue. Mamie, on dit pas boulet, on dit canon. »
Ouais, blague! Ah oui, niveau blague, ça vole vraiment pas haut, hein. Il y a quelques petites répliques qui sont sympatoches parce que, voilà, de temps en temps ça passe bien, mais il y a souvent des blagues qui sont râlées pas crête à ce niveau-là. On essaye vraiment de faire du tac au tac à chaque fois. Et c'est vraiment du sous-code Lyoko l'humour hein, de cette série. Et au début, ça ne me dérangeait pas parce que le premier épisode faisait passer ça correctement, mais plus ça va, plus ça fait. Alors que Code Lyoko le fait beaucoup mieux passer, je trouve. Enfin bon, et c'est là qu'on va se centrer sur Blunk. J'avais un peu l'espoir à la fin de l'épisode 2 que Blunk soit ce personnage, vous savez, qui apparaîtrait de temps en temps mais qui serait pas quelqu'un de super récurrent, qui traînerait toujours avec les filles ou quelque chose comme ça, qu'il aurait juste son importance régulière mais qui soit pas tout le temps présent. Mais apparemment c'est parti sur le coup de il va être tout le temps présent et être la mascotte attitrée du groupe. Donc oui, Blunk se trouve dans le royaume de Meridian pour vendre certains trucs qu'il a shippés dans le monde des humains. Et c'est en faisant ces petits délires particuliers qui me saoulent déjà dès l'épisode 2, ça m'a saoulé, là ça me saoule tout autant, qu'il finit par avoir une information. Et l'information en question, c'est celle que le type, je sais plus comment il s'appelle, le rebelle qui travaille pour le prince, va bientôt se faire exécuté parce qu'on fait une enquête sur la clé qui a disparu. Donc il décide de retourner dans le monde des humains pour vendre cette information à Caleb. Et Caleb se dit non, ok, il le violente un petit peu, il se dit ok, je te la donne gratuitement l'info, t'es vraiment doué pour les affaires, Blunt. Donc il lui donne cette information et Caleb se dit mais c'est bizarre, j'ai laissé la clé à un endroit, à une cachette précise où il était censé les trouver, comment ça se fait qu'il ne les ait pas? Et c'est là que Blunt se dit attends une seconde, et on voit un flashback où donc Caleb cache les clés et où il les récupère juste après parce que c'est un sale shipper, hein, voilà, c'est Blunt shipper quoi, et il les a piqués juste après, il se dit ah je vais me filer en douce, mais Caleb comprend la supercherie et que c'est lui qui les a piqués. Et la question que je me pose, c'est Blunt, t'aurais pas déjà dû faire 2 plus 2 quand on t'a raconté cette info-là? Genre, t'as fait tout le chemin jusqu'à chez Caleb, sans te douter. Si cette clé que Caleb avait cachée et que j'ai shippée, qu'il avait d'ailleurs trouvée dans son morceau de pain qu'on lui a balancé, était la même que celle qu'il recherchait pour avoir permis qu'il s'échappe. Non, ça t'est pas venu en tête, ça. T'es un petit peu coco, Brent, hein. Ah, la mascotte coconne avec une voix débile. Je suis tellement content que tu sois là. Ah. Donc, ouais, Caleb qui avance cette affaire se dit qu'il faut retourner Meridian pour remettre la clé à sa place de façon à ce qu'il se fasse pas injustement quand même condamné pour ça. Donc il y va tout seul sans prévenir personne, évidemment. Hein, il est en lien avec les witches, les gardiennes, mais il va pas se dire ah si j'utilisais leur aide. Non, gardiennes qui pendant ce temps-là s'entraînent à leur pouvoir magique et on a pas mal de moments gaguesque, basique à nouveau. Alors, c'est un truc que je trouve très bizarre, quoi. Elles manipulent leur pouvoir plutôt bien, sauf une, celle qui est assignée au feu, c'est Tarani, il me semble. Voilà, c'est un truc intéressant, juste après m'être fait les films Clochette, de tomber sur un groupe de filles où la noire est un petit peu la peureuse du groupe. C'est 2 fois de suite quand même, hein. C'était le cas avec Iritessa, maintenant c'est pareil avec Tarani, c'est un petit truc particulier, je dis ça comme ça, hein, je pense pas que ce soit volontaire, je pense que c'est juste une coïncidence, mais ouais, c'est celle qui est le moins à l'aise avec son pouvoir de feu, et c'est celle qui a le plus peur des bestioles, des petits trucs comme ça, c'est la plus frileuse du groupe, de ce point de vue-là, et ouais quoi, c'est juste une excuse pour montrer rapidement, faire 2-3 trucs, il se moque de Cornelia, un moment, Corny, lorsque la préposée à l'eau fait son portrait en lui donnant un nez cassé. Ah, c'est drôle parce qu'il a le nez cassé. C'est marrant. Voilà. Donc après ça, elles finissent par avoir avant du fait que Caleb est parti, n'est plus là, et décident de suivre sa piste grâce au médaillon parce qu'ils ont repéré l'odeur
de Blunt. Donc ils se disent, ah Blunt, quelque chose à voir là-dedans, bordel de merde. Ouais, à l'odeur, à l'enquête par l'odeur, c'est trop bien. Et grâce à leur médaillon, ils arrivent à retrouver la trace de Blunt. Magie! Vraiment magique! Comment ils ont pu retrouver la trace de Blunt? Merde! Ça piste des créatures magiques, ce truc-là aussi? Je croyais que ça pistait. Je sais même pas ce que ça piste exactement, ce truc. C'est un peu normal que ça puisse pister la porteuse du médaillon, ça m'a paru un peu logique, ça, mais pourquoi ça pisterait Blunt? Si ça pistait, je sais pas, une ouverture, une faille entre les deux mondes, je dirais ok, ce serait logique, mais pourquoi ça piste Blunt? Enfin bon, elle retrouve Blunt dans un dépotoir. Il y a Aileen qui va être totalement sur les nerfs de voir qu'il porte les vêtements qu'il a confectionnés pour Caleb. Parce qu'elle les a confectionnés pour lui, etc. Il les salit. Girly! Et donc au final, ils finissent par se rendre à travers la faille, le portail entre les deux mondes indiqué par Blunt, parce que, pouvoir spécial de Blunt, il sait repérer les portails, il a le sens pour ça. Ça va être l'excuse pour le faire rester dans le groupe et avoir une utilité. Donc ouais, ça montre une fois de plus que les portails se forment un peu n'importe où et que dans le premier épisode, c'était un gros coup de chatte que ce soit formé pile à côté d'elle, quoi. Je sais pas, ça m'irrite un peu ce truc-là. Ou alors c'était un portail qui existait avant, depuis longtemps, et personne n'a pensé entrer dedans. Alors quand même qu'il est assez visible ce portail. Ce portail en question, bon, il n'est pas aussi évident, flagrant que d'autres, parce qu'il se voit pas comme ça, mais c'est quand même, ça ressemble à une petite faille rapide comme ça, qui est située sur une plaque d'égout. Et vous êtes en train de me dire que personne n'a jamais marché sur cette plaque d'égout, qu'il n'y a jamais une voiture qui est passée dessus. La seule possibilité, ce serait que ce soit récent, et donc à ce moment-là, que les portails s'ouvrent sans que ça n'ait grand-chose à voir avec le fait d'être attiré par le médaillon. Donc, voilà, les portails s'ouvrent n'importe où, et ça vient complètement chier sur le peu de cohérence qu'on pouvait voir dans l'épisode 1 à ce niveau-là. Donc, elles passent le portail, et une fois de plus, elles sont à peine déphasées par le monde totalement différent du leur qui est là. Des tas de créatures aux faciès très différents de ce qu'ils connaissent. Elles sont genre, ok, ça va, on est habitué alors que ça fait 3-4 jours que c'est nouveau pour nous ce truc, mais bon. Et une fois qu'elles s'arrivent, elles se disent on va se faire repérer comme ça, il faut de quoi nous déguiser. À ce moment-là déjà, pourquoi vous pouvez pas reprendre votre forme humaine l'espace d'un moment et devenir witch quand il y en a besoin? Non, vous restez witch tout le temps, donc mais bon, ouais, prendre un costume pour se déguiser, on verra plus tard que ça ne leur servira absolument à que dalle. Donc il y a tout un passage où elle marchande avec un marchand pour avoir des espèces de capes qui les couvrent bien de façon à ce qu'on voit pas que ce sont des witches, et ça n'amènera à rien. Voilà, c'est un petit moment bonus blagounette, parce que voilà, il y a Blunt qui essaye de marchander comme un débile, puis après elles se disent votre bois il est mouillé à cause de la pluie, et si pour payer vos capes on le faisait sécher. Et je me dis, ouais, ok, c'est bien, vous avez réussi à le faire sécher, et sinon, le mec aurait juste pu attendre que la pluie soit plus là, et donc le bois serait sec de toute façon, au bout d'un moment. Donc je sais pas si ça vaut réellement 6 caps, ça, mais bon, comme vous voulez. Et le truc avec ça, c'est que elles y vont un petit peu à l'aveuglette, elles savent pas exactement où se trouve Caleb. Je pense pas que Caleb ait dit avec précision à Blunt où est-ce qu'il allait, et pourtant, en fuyant quelqu'un, elle tombe comme par hasard sur lui. Ce monde il est petit, dites-moi. et ouais, elles se font repérer malgré le fait qu'elles portent des capes. Elles se sont fait repérer par un des gardes. Je sais pas, peut-être parce que c'était interdit de se balader dans les rues de nuit. C'est une loi du prince Trouduc, j'en sais rien. Donc ouais, ces capes leur ont pas été très utiles. Elles le battent quand même super rapidement, mais il a quand même fallu qu'elles le fuient un petit moment pour tomber sur Caleb. Au début, elles se sont pas dit si on se battait directement. Non. Et après ça, donc il y a tout un passage
avec son pote là qu'on avait vu dans l'épisode 1, Caleb, qui a appris quelques petits mots cool, stylés du monde des humains par Caleb, et il essaye de faire ça pour draguer Corniche. Et donc, Caleb décide de les accepter pour poursuivre sa mission, même s'il est du genre « Oh, j'aurais pu faire ça tout seul !» Et il décide de s'infiltrer dans le château en se cachant dans une cargaison de foin. Cliché, hein, ça va. J'adore les mecs, les gars devant la porte, là, le garde se dit « Ok, il y a un mec qui passe devant nous, je sais pas qui c'est, il est sous une cape, donc il cache son identité de façon claire, il dit « Une cargaison de foin pour le prince !» Il dit « Ok, pour ça. » C'est quoi cette bande de branques? Vraiment, vous avez vraiment du mal à combattre ces gens-là, les gars. À tout moment, vous pourriez faire en sorte qu'un type s'approche du prince et le tue par surprise. Vraiment, à tout moment, vous pourriez faire ça, vu le niveau d'incompétence des gars qu'il y a. Donc, en termes de rébellion, vous êtes un petit peu naze, je trouve. Enfin bon, après ça, notre groupe s'immisce dans le château en essayant de ne pas se faire voir et en essayant, c'est un bien grand mot, puisqu'elles finissent par se faire repérer par toute une troupe de gros méchants monstres qui étaient en train de dîner, hein, je pense. J'adore le fait, ça a vraiment été utile les capes qu'elles ont achetées parce que quand elles se font voir avec leur cape, ben elles se font quand même repérer quoi. Donc ça leur servit absolument à rien, puisqu'elles sont obligées de se battre après. T'es bien la peine, merci de m'avoir fait perdre mon temps avec ça. Donc ouais, elles se battent, et c'est le moment plutôt sympa de l'épisode, même s'il y a quelques moments un petit peu gaguesques, mais c'est pas non plus gaguesque, affligeant ou quoi que ce soit. Ça passe plutôt bien. Voilà, le combat est sympa, et ça se termine sur une combinaison de pouvoirs, j'ai bien apprécié ça, entre le vent et l'eau, où on arrive à glacer les ennemis grâce à du vent glacial. Donc on combine les deux, j'ai bien apprécié ça. C'est cool de combiner les pouvoirs comme ça. Mais ça appuie une fois de plus le fait que elles sont pas censées avoir ça depuis très longtemps. Mais elles agissent vraiment comme si c'était la routine pour elles. Genre, ouais, je combats des monstres, je suis super relax, détendu. Il y a une phase d'apprentissage là-dedans qui manque énormément pour moi. Et enfin bon, elles parviennent à les battre quand même et se rendre auprès du mec hein, qui a donc été accusé d'avoir donné la clé à Caleb pour le sauver in extremis. Voilà, donc il était sur le point d'être balancé du haut d'une espèce de falaise de l'infini ou je sais pas trop quoi, parce que c'est, on avait déjà vu ça dans l'épisode 2, me semble-t-il, lorsque Caleb fuyait Phobos, et donc, voilà, il s'apprête à être jeté, mais c'est là qu'il est sauvé par nos héroïnes, et qui donc assomme les deux autres types, qui s'apprêtait à le lancer, et pondent un plan pour faire en sorte qu'il s'en sorte sans qu'on l'accuse d'être un traître, et donc qu'il puisse conserver sa position. J'ai apprécié cette approche-là aussi, c'est-à-dire qu'on va essayer de garder cet atout dans notre manche. C'est là que Will a une idée, il lui dit de crier que les gardiennes attaquent. Ce qu'il fait donc de façon à ce que on puisse bien croire que c'est quelqu'un qui est fidèle à la cause du prince Trouduc, en mettant aussi rapidement la clé dans la bretelle d'un des deux autres méchants qu'elles ont assommé à côté de lui, de façon à ce que ce soit lui qui soit accusé. Et alors, c'est pas mal ce plan-là, j'ai apprécié, si ce n'était un petit problème, à nouveau, qui se combine avec ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que elles partent du principe qu'elles n'auront aucun problème à fuir la horde de monstres qui vient à elles. Genre, elles font leur attaque de loin, il n'y a pas de problème, elles déboîtent tout le monde, elles peuvent se barrer avec Caleb, tandis que le mec, le traître au rang du prince, arrive à conserver sa couverture. Ouais. On est au 3e épisode, ça fait 3-4 jours que les filles ont leur pouvoir, et elles sont déjà en mode on peut tous farcir sans problème, quoi.
les méchants en groupe, il n'y a pas de souci, vas-y, qu'on manipule nos pouvoirs sans problème, on les bat tous avec une main dans le dos, tout ça. C'est trop facile pour elle. C'est le problème majeur que j'ai avec ça, c'est trop facile pour elle, trop vite. Et, et donc, il n'y a aucune tension là. C'est juste, on va voir à chaque fois qu'elles vont se battre contre des hordes de monstres et qu'elles vont y arriver en faisant leurs pirouettes, etc. Et c'est pas génial. Quand on recompare ça à Code Lyoko, parce qu'à nouveau, hein, il y a un ton qui me fait beaucoup penser à Code Lyoko, et quand nos héros doivent combattre tel ou tel monstre, que ce soit dans le monde de Xana ou dans le monde humain par rapport à ce que Xana a altéré, il y a toujours une notion de danger et des fois on n'est vraiment pas sûr qu'il puisse arriver à s'en sortir. Il y a quelque chose d'assez fort là-dedans, on ne sait pas qui peut arriver à s'en sortir, il y a vraiment une tension forte, on ne sait pas qui pourra survivre ou pas dans le monde de Xana, etc. Il y a vraiment quelque chose d'assez intense là. Dès le début des premiers épisodes, on voit que c'est pas juste tout cuit, tout le monde arrive à tout faire sans problème. C'est pas le cas, alors que là, tout le monde arrive à tout faire sans problème. Hein. Donc, suspense, tension, tout ça, c'est pas du tout présent. Et enfin, parce qu'il y a un petit épilogue, on montre que Blunt va être donc un perso récurrent qui sera tout le temps collé aux filles, puisque Aileen lui confectionne un habit à lui aussi, et ça se termine sur une danse trop rigolote de ces deux-là. C'est tellement con. Bah, c'est comme l'épisode précédent, en légèrement pire, c'est un épisode moyen. Je veux dire, j'apprécie l'idée de base. J'apprécie l'idée de base de l'intrigue, c'est-à-dire que on accuse l'espion du groupe à cause de ce qu'il a fait dans l'épisode précédent et qu'on doive revenir pour arranger ça et faire en sorte qu'il maintienne son statut d'espion. C'est très cool l'intrigue de base. Mais punaise, il n'y a aucune profondeur, aucune notion de complexité dans les personnages. Tout est très niais à certains moments, les blagues volent pas très haut. L'exécution est très gamine et c'est vraiment pas mon truc. Je me souviens, ce qui m'avait un peu attiré pour proposer cette série dans les suggestions, c'est que j'ai souvenir quand même de quelques scènes où ça se passe pas bien, où c'est un peu sérieux par la suite, notamment par rapport à, il me semble, hein, je suis vraiment pas sûr puisque c'est vraiment des extraits que j'ai vu rapidement comme ça, le concept de vraie héritière du trône de Méridiane. Qui sera repris par la suite et ce sera géré avec un côté un peu sombre des quelques extraits que j'ai vus, je vais pas en dire plus. Et là, pour l'instant, je me dis, punaise, c'est ultra gamin, ça essaye pas une seule seconde de donner du suspense, de la profondeur à quoi que ce soit, c'est juste, histoire rapide, mascotte de merde, il y a quand même quelques répliques qui font un peu mouche de temps en temps, et l'action est toujours pas mal, mais ouais, c'est ce genre de truc qui m'attire pas du tout. Dans l'absolu, je préférerais encore avoir une série que je supporte pas, voyez, parce que ça me donnerait vraiment l'impression de pouvoir rager vraiment pleinement sur quelque chose qui me déplaît, plutôt que ça, voyez, c'est-à-dire une espèce de soupe moyenne qui fait quelques efforts pour pas être trop naze, mais qui s'infantilise tellement que j'arrive pas à être pris dedans. Et c'est, une fois de plus, pour ça que j'en appelle à vous. Est-ce que ça se poursuit comme ça? Et si ça se poursuit comme ça, eh ben, est-ce que les critiques que je vous ai faites, enfin plutôt les réactions, à nouveau, hein, c'est plus des réactions que des critiques un petit peu poussées, hein, nous sommes d'accord à ce niveau-là, est-ce que les réactions que je vous ai faites vous plaisent ou pas? Si ça continue comme ça, parce que moi je sais que c'est pas le genre de réaction que j'adore faire. Je veux dire, je suis quand même un peu dedans, je suis avec, mais c'est pas non plus le genre de truc que j'adorerais faire. Et ça dépend un peu de comment vous percevez ça. Est-ce que ça vous plaît? Voilà. Est-ce que ce que je vous ai fait vous plaît? Si, une fois de plus, ça se poursuit sur ce ton-là.
Si vous pouvez m'assurer que au bout d'un moment ça arrivera à être un peu plus sérieux et à évoluer, alors là allez, je veux bien prendre l'effort de supporter les premiers épisodes gamins pour arriver à quelque chose de bien. C'est vraiment tout ce que j'espère. Mais pour l'instant, je ne cache pas que c'est pas folichon, hein, vraiment pas folichon. Enfin bref, ce coup-ci c'est bien la dernière réac sur Witch. En attente de vos réactions, je verrai en fonction de ce que vous direz si oui ou non je poursuivrai Witch par la suite. Et si c'est pas le cas, ben, je ferai la réac sur le deuxième plus voté du sondage précédent, hein, pour pas non plus avoir à refaire un autre sondage. Et je m'excuserai vraiment auprès de ceux qui voulaient que je fasse quelque chose de poussé autour de ça. On verra bien par la suite. À nouveau, désolé pour ceux que j'aurais pu offusquer. À bientôt pour de futures vidéos. Bye.